Les chutes du Niagara fascinent depuis toujours les visiteurs qui viennent côtoyer ces tourbillons d'écume. L'Ontario, où elle se trouve, possède aussi d'autres lieux méritant le détour, telle la grande cité de Toronto que l'on peut embrasser d'un seul coup d'œil depuis sa célèbre tour CN, ou les 1000 îles ancrées au milieu des flots immenses du Saint-Laurent. Bienvenue en Ontario, dont nous rapportons ces quelques images, souvenirs d'une belle échappée de fin d'été. First time on the road. Nous quittons Montréal pour rejoindre en suivant le Saint-Laurent les chutes du Niagara, situées en amont du lac Ontario à presque 700 km. Jean-François nous emmène dans son minibus et se fait guide conférencier en nous rappelant les grandes étapes de l'histoire du Canada et du Québec. Qui peuplaient les 13 colonies, il y avait à peu près 10% de gens qui étaient loyaux à la couronne britannique, qui sont restés et qui ont lutté de l'intérieur contre la Révolution américaine. Ces gens-là, donc, se disaient loyalistes. La route qui conduit vers le Niagara traverse des vignobles réputés. La région est notamment célèbre pour son vin de glace, produit à partir de raisins vendangés gelés. Nous faisons halte dans une boutique de dégustation. D'accord. Oui, non, je pose la question. Just pour le faire un peu sucré. Si vous voulez faire la dégustation. Sinon, j'espère que vous avez aimé. Nous voici parvenus devant l'un des sites naturels les plus visités au monde, les célébrissimes chutes du Niagara. C'est un parc national aux États-Unis, un parc national américain. Là, vous avez la chute canadienne juste là à votre côté. Ah oui. Cette merveille géologique trouve son origine dans le retrait des glaciers qui se produisit il y a quelques 30 000 ans, laissant derrière eux des vallées ou des amas de roches à travers lesquels les cours d'eau se sont frayés un chemin. Le processus d'érosion dû à l'écoulement de l'eau a entraîné l'effondrement de la couche supérieure de la roche calcaire et l'apparition de parois verticales. Ce phénomène naturel se poursuit encore et a pour effet de faire reculer les chutes d'eau d'année en année. Nous allons approcher les eaux déferlantes et rugissantes du Niagara, non sans avoir enfilé au préalable une cape de protection. L'organisation est parfaite. Les navires se suivent à un rythme régulier, embarquant sans faire attendre bien longtemps leur cargaison de capuchons rouges. Nous voici à proximité de la chute américaine. L'onde vient frapper le roc ébranlé et rejaillit en tourbillon d'écume, comme l'écrivait Chateaubriand dans l'un de ses récits. Petite note romantique, la cascade plus étroite à droite de la chute américaine est appelée le voile de la mariée. Nous nous dirigeons maintenant vers la chute canadienne et c'est la plus impressionnante. En forme de fer à cheval, elle est haute de 54 mètres et elle s'étale sur 790 mètres. Fin de l'aventure. L'arche ramène les Noé de notre temps sur la terre ferme et ceux-ci sont plutôt fiers d'avoir survécu à ce déluge du Nouveau Monde. Niagara Falls, c'est aussi le nom d'une petite ville construite au bord des chutes et là la nature a dû céder le terrain à une sorte de mini Las Vegas gorgée d'enseignes lumineuses, d'attractions diverses et de centres commerciaux tapageurs. Une manière bien américaine de transformer un site naturel en zone mercantile.
Même les chutes n'échappent pas à ce déferlement de lumière scintillante et d'éclairage multicolore. Une beauté bien artificielle. Jean-François nous emmène maintenant à Toronto pour une découverte de la ville en minibus. Elle est juste là. On voit rien. Ah, on voit un petit bout. Notre guide nous parle de la tour CN que nous verrons plus loin. Nous faisons une petite halte près du marché Saint-Laurent et face au Gooderham Building datant de 1892, quelque peu écrasé par ses gigantesques voisins. Et donc le marché Saint-Laurent, c'est le grand marché des produits frais. Reprenant notre minibus, nous avons juste le temps d'apercevoir la tour CN, encore perdue dans la brume, avant de nous engouffrer dans un autre quartier. Là, on tourne sur l'avenue University, qui va nous mener justement à l'université, tranquillement. Nous passons à proximité du Parlement de l'Ontario. Et c'est là où viennent manifester en général les gens qui ne sont pas contents et qui viennent le dire au gouvernement. Donc là, on passe derrière le Parlement et on va entrer directement à l'université. Nous longeons King's College, un bâtiment de style néo-roman construit en 1859. Et King's College a la particularité d'être dans le monde anglo-saxon, c'est le premier collège d'enseignement supérieur. Comme beaucoup de grandes métropoles, Toronto a ses quartiers chinois. Et maintenant, dans la grande région de Toronto, il y en a 4. Nouvelle halte près de l'ancien hôtel de ville, l'un des monuments les plus anciens de Toronto. Inauguré en 1899, de style néo-roman, c'est un édifice en grès massif surmonté de sa tour de l'horloge qui s'élève à 103 mètres au-dessus du sol. À proximité, le nouvel hôtel de ville constitue d'une salle de conseil en forme de soucoupe et de 2 grandes tours de bureaux disposées en demi-cercle est l'un des symboles du Toronto moderne. Il remplace l'ancienne mairie depuis 1965. Nous nous dirigeons maintenant vers ce qui est le nouvel emblème de la ville, la tour CN, cette grande aiguille de béton qui perce le ciel de Toronto avec ses 553 mètres de hauteur. Sa plateforme, située à 342 mètres au-dessus de la ville, est un formidable belvédère auquel on accède en moins d'1 minute grâce à un ascenseur ultra rapide et qui plus est doté d'un plancher transparent. De là-haut, la vue est prodigieuse. La ville affiche tout son dynamisme avec sa forêt de gratte-ciel qui s'étend de plus en plus loin. Comme à Montréal, le neuf et l'ancien se côtoient. Ici, derrière le Sheraton Center, on reconnaît l'hôtel de ville avec ses tours en arc de cercle. Là, le Royal York, inauguré en 1929 de style art déco, a un air de famille avec les vieux buildings new-yorkais. Inaugurée en 1976, la tour CN, qui est d'abord une antenne de diffusion, propage ses ondes bien au-delà de la ville, tant vers l'intérieur des terres que du côté du lac Ontario. Cette tour, qui était en 2015 le 6e édifice plus haut du monde, attire aussi des amateurs de sensations fortes. Elle tire son nom de la compagnie ferroviaire Canadien National qui l'a fait construire. Juste au pied de ce monument vertigineux se trouve un musée des chemins de fer, où d'autres amateurs de sensations beaucoup moins fortes peuvent s'en donner à cœur joie. Nous terminons notre découverte de Toronto en rejoignant les bords de l'immense lac Ontario. I'm coming home to the shores of Lake Ontario. Au pied de ces imposants buildings, la ville se donne des airs de station balnéaire avec une petite marina et une flottille de navires à quai ou envirés. No, I left my heart beside the shores of Lake Ontario. I'll see the magic in the maple leaves. Nous quittons maintenant Toronto pour nous rendre dans la région des 1000 îles. Sur notre route, nous faisons un petit arrêt à proximité du lac Ontario dans une énorme boutique spécialisée dans la tarte aux pommes
The Big Apple. No, I left my heart beside the shores of Lake Ontario. Vous pouvez prendre des trucs pour apporter, vous mangez sur place et vous payez en sortant. Hein. That happy feeling, I'm coming home. At times in life it seems that dreams make circles like a song. At home is where my heart is. Nous avons là un bel exemple de supermarché de la pomme et de restauration rapide, destiné aux touristes de passage et aux familles en voyage en quête d'une petite pause. To the friends I left so many years ago. Nous reprenons la route en direction de Ivy Lee, petite station nichée au bord du Saint-Laurent, face au parc national des 1000 îles. Lake Ontario. Oh, that special feeling I have always known. Nous roulons désormais à proximité du Saint-Laurent, là où ce dernier émerge du lac Ontario et près de la frontière avec les États-Unis. Alors nous sommes arrivés dans la région des 1000 îles. Les 1000 îles dont Jean-François nous explique la formation par l'action des glaciers. Les glaciers, quand ça fond, ça transporte des grosses quantités de roches, surtout des très gros glaciers. Et quand les glaciers fondent, ben, la roche se pose à l'endroit où le glacier a fondu. Et c'est ce qui est arrivé ici. La dernière croisière de la journée. Il faut la traduction avec les écouteurs. Pour le français, la position numéro 3. OK? Nous allons donc aller voir de plus près cet archipel qui compte en réalité 1865 îles, certaines minuscules, d'autres dépassant 100 km². Nous commençons à longer la rive nord du Saint-Laurent, truffée de villas cossues, tandis que de l'autre côté, des îles complètement boisées dissimulent la rive américaine. Nous sommes bientôt en vue du pont des 1000 îles qui relie l'Ontario au Canada à l'État de New York aux États-Unis. Sa construction date de 1937. Nous passons devant la statue de Saint-Laurent, saint qui a donné son nom au fleuve, comme l'a baptisé Jacques Cartier en 1535 lorsqu'il le remonte pour la première fois. Non, non, ce n'est pas un radeau, mais bien une île, et c'est nous qui dérivons. Nous voici maintenant devant le petit village de Rockport et son église datant de 1891. Nous passons ici à proximité de Zavikon Island, formé de deux îlots dont on a dit à tort qu'ils étaient séparés par la frontière entre le Canada et les États-Unis. En fait, les deux îlots sont canadiens. Nous voguons à présent dans les eaux américaines et toujours en se faufilant à travers ce chapelet d'îles, nous allons approcher la plus célèbre d'entre elles, Hart Island et son extravagant château. C'est George Bold, prussien d'origine et richissime propriétaire d'un luxueux hôtel à New York, qui en 1900 entreprit la construction d'un château d'inspiration médiévale rhénano-germanique qu'il voulait offrir à sa femme en témoignage de son amour. Malheureusement, celle-ci décède en 1904 et le château ne sera jamais vraiment terminé. Abandonnée pendant plus de 70 ans, la propriété a été acquise depuis par l'administration du pont des 1000 îles qui en assure la restauration et l'exploitation touristique. D'autres constructions attisent la curiosité des visiteurs, un arc de triomphe d'inspiration antique, puis la tour Alster à la forme étrange et irrégulière qui hébergea la famille Bolt pendant la construction du château. À remarquer encore la powerhouse qui abritait la génératrice d'électricité et sur la rive en face, le vaste bâtiment servant de garage pour les yachts.
Silver bird, morning haze, flaming sumac, summer days. Silver bird, winter night. Fin de notre croisière, tout le monde se rassemble pour une photo souvenir.